Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mardi 6 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre magazine quotidien de décryptage de l'actualité de lundi à vendredi de 19h à 21h. De nombreux compatriotes de la diaspora, pour la plupart militants et sympathisants du MRC, se sont mobilisés place de la République à Paris pour samedi dernier pour dire leur ras-le-bol face à la malgouvernance du régime en place à Yaoundé. Par centaines et peut-être même par milliers, ces Camerounais venus de presque tous les pays d'Europe portaient des pancartes et des banderoles qui exprimaient leur colère par rapport au détournement de fonds alloués à la lutte contre le coronavirus ou encore à la distraction des fonds pour les préparatifs de la CAN 2019. Dans un communiqué rendu public le 4 juillet dernier, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, félicitait ses compatriotes pour leur mobilisation et la réussite éclatante et populaire de cette manifestation, malgré les manœuvres du régime de Yaoundé visant à faire échec à cette mobilisation. Maurice Kamto les a exhortés à continuer de porter haut la flamme de la résistance nationale. Ce n'est pas la première fois que des compatriotes de la diaspora se mobilisent pour crier leur colère face à ce qu'ils considèrent comme la malgouvernance, la gabégie, la corruption, le laxisme, entre autres. Le 18 mai 2019, ils étaient des dizaines, voire des centaines de milliers à se déployer place de la République à Paris pour, entre autres, exiger la fin du système gouvernant actuel. Pour les organisateurs de ces manifestations, la lutte se poursuivra jusqu'à ce que le régime plie. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir présentée par Cédric Noufélé. Et juste derrière, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Lutte contre la malgouvernance, la gabégie, la corruption, entre autres. La diaspora poursuit la lutte, poursuit la résistance. Jusqu'où? On en parle sur ce plateau ce soir avec nos invités. J'introduis Luc Césaire Bimaï. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité également. Alors, je vous convie sur ce plateau comme diasporien. C'est vrai que vous êtes au Cameroun, mais vous vivez aussi en France. Et donc, vous vivez un peu cet environnement des diasporiens camerounais. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Docteur Luison Issoma, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect et gré, si en ont gré, les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs. Je voudrais, si vous le permettez, saluer tous les fan-clubs Docteur Luison Issoma disséminés partout. D'ailleurs, hier, déjà aux États-Unis, M. Ngambe Mobali a mis en place le fan-club Docteur Issoma et qui nous soit. Merci, Dr Luison Issoma. Vous êtes enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir Duval, et je dis bonsoir comme ça à tous mes companélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir surtout à tous les prisonniers politiques, particulièrement ceux du MRC, qui doivent se sentir un peu réchauffés par tout ce qui s'est passé en France ce samedi. Ils ont bien vu que leur combat n'est pas vain et que des Camerounais de la diaspora tout entier ont porté des pancartes pour revendiquer leur cause. Donc le travail que nous faisons ici n'est pas vain. Je crois qu'ils doivent se sentir mieux et comprendre que le combat qu'ils ont terminé contre la dictature est un combat porteur, est un combat intéressant et que nous croyons ferme que grâce à ce combat, grâce à leur sacrifice, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à cette dictature qui a pris le Cameroun dans l'étau des souffrances. Emmanuel Kounié, vous êtes militant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Martin Zan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duval Fangwa. Bonsoir à tous les téléspectateurs de notre grande chaîne Equinox. Bonsoir aux populations de Ngouantet, dans l'arrondissement de Kolmetet, département d'Union Isso, région du centre. Vous voyez, monsieur Duval, cette cravate, elle appartenait à mon père, monsieur Étienne Lenoir et Balé Bindoumou, commissaire spécial de la République camerounaise. Merci. Et pourquoi vous insistez sur cette cravate de votre père? Cette cravate, quel est le message? Cette cravate, vous savez, mon père est né le 20 juin 1937 à Ngouantet. Je me suis rappelé de ça ce jour, lorsque je me préparais pour venir à l'émission. J'ai vu la cravate, j'ai dit, ah, ça me rappelle mon père. Ah, d'accord.
D'accord. Merci Martin et d'honorer la mémoire de votre père. Alors, Luc Césaire Bimaï, je commence avec vous. Vous vivez à l'étranger, en France, et vous êtes au quotidien avec ces Camerounais-là. Vous avez entendu parler de cette mobilisation de samedi dernier, place de la République à Paris. Si vous étiez en France, est-ce que vous auriez participé à cette manifestation? Merci pour la question que vous me posez, Duval. D'abord, la mobilisation, c'est vrai que je n'ai pas suivi cette actualité. Et puis, deuxièmement, si j'avais été en France, je n'aurais pas participé à la mobilisation. Et pourquoi? Pour la simple raison, j'ai bien noté lors de votre introduction que la mobilisation a rassemblé les sympathisants du MRC, entre autres, et puis des partisans en passant. Et comme je ne suis pas partisan, donc je ne raisonne pas par rapport aux intérêts d'un parti politique, qu'il soit celui qui est au pouvoir ou celui qui pourrait prendre le pouvoir demain, je pense que je n'aurais pas participé à la mobilisation. Ça, mais le sentiment qu'on a eu, c'était que c'est vrai que pour la plupart, c'était des militants et des sympathisants du MRC, mais il se trouve, lorsqu'on a écouté et lorsqu'on a lu quelques correspondances de ceux qui étaient là-bas, qui avaient des Camerounais qui appartenaient à d'autres formations politiques et qui n'étaient même pas des militants, mais qui ont pensé qu'il fallait descendre place de la République à Paris pour dénoncer un certain nombre d'actes de malgouvernance qui sont posés au Cameroun. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison que je vais évoquer, c'est que le problème du Cameroun en particulier, il est bien plus profond pour être résolu par des manifestations politiques. Je pense qu'il faut l'aborder avec un regard sociologique, un regard profondément scientifique. Le Cameroun, c'est, j'ai souvent eu l'habitude de le dire, c'est une mentalité. Et cette mentalité qui a été forgée, non pas par le Cameroun en lui-même, mais par des puissances extérieures. Je vous permets de développer tout à l'heure. Je donne la parole au docteur Louison Issoumba. En tant qu'analyste politique, en tant que juriste, le regard que vous portez sur ces manifestations, sur le contenu et les raisons qui ont justifié cette manifestation-là, quel est votre commentaire? Duval, le commentaire est tout à fait simple. Je voudrais aller dans une dimension de la microstructure pour monter vers la macrostructure, ce qui est l'État. Je prends cet exemple pour que les téléspectateurs nombreux qu'ils sont et soient puissent comprendre là où je voudrais mener le curseur. Je voudrais indiquer que quand dans la famille, les enfants, un certain nombre d'enfants sortent de la maison et partent courir, pleurer dans la rue, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Et sur le plan technique, ces revendications sont l'expression de la manifestation d'un malaise. C'est-à-dire un malaise interne qui voudrait, à partir de là, susciter l'intérêt. Peut-être, écoutez, quand vous voyez les Camerounais qui organisent cette manifestation hors du pays, dans un pays étranger qui entretient avec le Cameroun des rapports diplomatiques excellents, qui a d'ailleurs des rapports historiques et emblématiques excellents. Donc, il faut parfois comprendre qu'à partir de là, il y a un signal fort qui est lancé. Ça veut tout simplement dire, je reprends l'exemple de la famille tout à l'heure, quand les enfants donc vont dans la rue, ils revendiquent, ils marchent, ça attire l'attention des voisins, tout le monde va s'intéresser, mais pourquoi ces enfants sont dans la rue? Pourtant, ils auraient pu revendiquer à l'intérieur de la maison. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur de la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je reviens donc sur les revendications qui ont été portées et qui fondent d'ailleurs cette marche. Vous savez que 3 griefs ont été portés. Première des choses, la marche du 22, tous ceux qui ont été incarcérés à la marche du 22 septembre, c'est-à-dire du parti MRC, les uns et les autres estiment que pour une marche pacifique, il n'aurait pas eu besoin de les embastiller jusqu'à ce jour, parce que le message, soit-il dit, était déjà passé. Maintenant, deuxième argument qui a été évoqué, c'est le scandale du Covid, c'est-à-dire qui rejoint l'idée de la malgouvernance. Et enfin, la crise au nozo qui dure depuis 5 ans aujourd'hui. Alors, quand nous prenons ces 3 éléments, on se rend effectivement compte qu'il y a une crise qui mine le Cameroun depuis 5 ans aujourd'hui, qui n'arrive même pas à être, dont le point n'arrive même pas à être inscrit
à l'ordre du jour de nos assemblées politiques. Même si on peut relever que le gouvernement camerounais essaye de faire de tout ce qui est de son possible pour mettre en place un certain nombre de structures, un certain nombre de commissions pour endiguer le phénomène, mais on se rend compte que l'option militaire ou militaro-militaire qui est avancée n'arrive jusqu'ici pas à résoudre la crise. Donc, les événements ont été fondés sur cet argument. Deuxième argument, la malgouvernance. On se rend compte que voilà un scandale sur le Covid. Il y a eu un rapport qui devait être porté à la connaissance des parlementaires, ça a été renvoyé. On se rend compte qu'à partir de là, semble-t-il avoir un dilatoire. Parce que vous savez, le temps sait jouer son rôle d'apaisement. Si rien ne fait d'ici tôt, on va se rendre compte que en fait, ça peut passer comme un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, les arrestations du 22 septembre des Camerounais qui ont marché ici au pays, moi je voudrais dire que certes, la marche était interdite, formellement interdite, et que sous la bannière d'une marche pacifique, les uns et les autres ont été arrêtés. Je pense que M. Duval, dans l'optique normale qu'il faut, les concernés, à mon sens, ont déjà purgé la peine qu'il faut, même si aujourd'hui le procès reste en cours devant les tribunaux militaires. Je pense que le président de la République a aussi un devoir de protéger ses enfants. Donc, je suggérerais, toujours comme j'aime à le dire avec une main tremblante, que le président libère tous ces enfants qui ont marché le 22 septembre. Emmanuel Kounié, vous êtes militant du MRC. Dans le sillage de cette manifestation du 3 juillet à Paris, il y a eu des communiqués qui ont circulé et donnant le sentiment que le MRC n'était pas du tout associé à cette manifestation. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il faut rappeler qu'à la veille, du 3, il y a eu un communiqué, je crois, signé par le président national du MRC qui se désolidarisait des marches qui étaient organisées devant les ambassades, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé et dans les autres ambassades dans le monde. Pourtant, il y avait le 3 juillet une manifestation qui était prévue à Paris. Comment comprendre cet imbroglio? Très facile à comprendre, étant entendu que la marche de Paris ne s'est pas déroulée devant une ambassade. Okay. Mais des informations fiables à la disposition du président national laissaient entendre que des gens se préparaient à aller organiser des marches devant l'ambassade des États-Unis à Yaoundé pour faire croire que ça a une relation, n'est-ce pas, avec la marche qui devait avoir lieu à Paris. Donc le MRC a tenu, à travers son président national, à faire connaître à la communauté nationale et internationale que le MRC n'était ni de loin, ni de près, mêlé par une affaire de cette nature. Nous savons bien comment les choses se passent chez nous, c'est-à-dire que vous êtes en train d'organiser quelque chose, et puis des personnes vont essayer de poser des actes de nature à porter un préjudice ou une salissure à ce que vous êtes en train de faire. Donc, dans ce communiqué du président national ciblait ces manifestations qui étaient prévues devant les ambassades. Ouais. Maintenant, le MRC, ce n'est pas le MRC qui a organisé la manifestation de Paris. C'est la diaspora camerounaise de Paris qui a organisé cette marche. Et cette diaspora, vous avez suivi tous les griefs qui ont été déroulés par le docteur Issomba. Effectivement, ça c'était les thèmes. Ça c'était les thèmes, les motifs, les motivations, n'est-ce pas, de ces marches. Et puis, ces gens, les Camerounais de la diaspora, étaient tous confondus, mécontents, n'est-ce pas, de la malgouvernance. Militants ou pas du MRC, c'est pas tous les Camerounais de la diaspora. Au même moment, ils ont pensé que la personne qui pouvait porter ce message, était le professeur Maurice Kamto, qui était le président du MRC. Et le MRC s'était d'ailleurs engagé, plus que d'autres partis politiques qui pouvaient plus ou moins être là, et s'était engagé grandement. Et vous avez vu que les militants du RDP, du MRC qui sont dans la diaspora s'étaient engagés sérieusement dans ce Alors peut-être pour lever l'équivoque, le président national du MRC n'a pas assumé avant la manifestation du 3 juillet à Paris. Pourtant, au lendemain de cette manifestation, le 4, il a rendu public un communiqué dans lequel il a félicité tous ceux qui ont organisé ces manifestations-là et leur a demandé expressément de poursuivre la résistance en indiquant qu'il était fier de cette mobilisation-là. Tout à fait. Mais ça ne suffit pas pour assumer. Il n'avait pas besoin d'assumer cette marche. Mais il s'est rendu compte que ces gens se reconnaissaient à travers le camp. Quand vous avez un match réel contre le Barça et qu'on parle de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, ils jouent là-bas, vous voyez ici des gens qui regardent le match et qui peuvent même se donner des coups de poing
Mais Cristiano Ronaldo et Messi ne connaissent pas forcément ces gens-là. Donc, ils ont pensé que le professeur Maurice Kamto était la personne qui peut porter, n'est-ce pas, qui doit porter ce changement. Et ils l'ont dit haut et fort. Ils ont parlé au nom du MRC. Ils ont pensé que le MRC était le mouvement qui devait justement porter ce changement. Et le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas faire autrement que de les féliciter pour cet appui, pour cette reconnaissance que toute la diaspora du Cameroun, enfin, tous ceux qui étaient là, ont voulu, n'est-ce pas, réserver au MRC. Martin Jean, vous au RDPC, comment regardez-vous, quelle appréciation portez-vous sur cette manifestation du 3 juillet dernier à Paris? La manifestation avortée du 3 juillet 2021 à Paris. Avortée. Vous savez, cette manifestation a commencé par quelque chose que M. Kounié ne veut pas dire, M. Kounié du MRC. Il y a eu le refus du visa à Maurice Kamto par l'ambassadeur français au Cameroun. Il faut le dire au Cameroun. Que l'ambassadeur a refusé de donner le visa à Maurice Kamto pour qu'il se rende en France. 1. De 2. Maurice Kamto, le 1er juillet 2021, est allé à l'université de Yaoundé 2, soit présider, n'est-ce pas, la cérémonie de soutenance d'un doctorat PhD en qualité de président du jury. Maurice Kamto, à cet instant, a fait allégeance aux institutions de la République qu'il a bafoué autrefois et a fait allégeance au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Comment? Il était là. Comment? Je vais vous dire, derrière monsieur Maurice Kamto, pendant qu'il était président du jury, se trouvait la photo du chef de l'État. Vous le savez, M. Kouni. C'est ce Maurice Kamto qui a dit que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a pas été élu, qu'il ne le reconnaissait pas, qu'il va saccager, n'est-ce pas, les ambassades. Il a dracularisé, avec ses militants, dracularisé les ambassades. Ils ont, n'est-ce pas, asphyxié nos relations. Ils n'ont même pas pu parce qu'ils ne pouvaient même pas. On risque de s'éloigner du sujet. Voilà. La question, c'était en rapport avec les manifestations du 3 juillet. Les manifestations du 3 juillet. Avant cette manifestation, il y a d'abord eu les premières manifestations. Là où les activistes sont nés, c'était quand M. Emmanuel Lebou avait été arrêté. Parce que les anciens boursiers, il y a 20 ans, continuaient toujours à émerger dans le fichier solde de l'État. Alors, M. Emmanuel Lebou, qui avait déjà un réseau qui constituait une pierre angulaire de fourniture des capitaux à cette diaspora, si on peut appeler diaspora entre guillemets, il y a donc une fuite de capitaux du Cameroun vers, n'est-ce pas, des pays étrangers, à savoir l'Occident. M. Emmanuel Lebou arrêté et immédiatement, les activistes qui souffraient déjà ne marchaient plus dans le fichier solde de l'État, se sont, n'est-ce pas, accaparés du MRC, font de ça un fonds de commerce, comme quoi ils défendent une certaine idéologie. Martin Jean, pour revenir donc à la marche du 3... Pour qu'on se comprenne bien, est-ce qu'au cours de la manifestation du 3 juillet, oui, il y a eu des messages en rapport ou il y a un lien avec Emmanuel Lebou? Non, mais nous Parce que je veux comprendre pourquoi vous évoquez ça. Puisque c'est Emmanuel Lebou qui est actuellement à Konangi, à la prison centrale de Konangi. Il a été accusé, n'est-ce pas, d'avoir payé les anciens boursiers. 10 ans, 15 ans en Occident, il est toujours dans le fichier solde de l'État. J'avoue que je ne comprends pas le lien. Voilà. Non, ces gens, dès lors qu'on a coupé, ils se sont mis dans l'opposition pour combattre le chef de l'État. Ah d'accord, donc vous voulez dire que ceux qui ont organisé la manifestation à Paris le 3 juillet dernier... Avant le 3 juillet, oui, je vais de manière chronologique. Ils ont, n'est-ce pas, ils sont entrés dans le MRC, devenus des activistes, demander le chassement de Paul Biya parce que celui-ci avait déjà coupé, n'est-ce pas, la source des capitaux. Oui, mais on dit que ceux qui ont organisé la manifestation du 3 juillet n'étaient pas tous du MRC. Voilà donc il y a quand même la diaspora qui n'a pas... C'est ce qu'on dit. Or, voilà donc une coïncidence. À peine, Madame Nalova Longa, des enseignements secondaires, publie la liste de 600 enseignants qui émergent dans le fichier solde de l'État, sans toutefois travailler au Cameroun. Et il se peut, et
il se peut que ces 600 enseignants ne sont pas au Cameroun, sont en Europe. Ils sont tapis dans des réseaux obscurs en Europe. Ils ne verront plus cet argent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des manifestations, dire que on dirige mal au Cameroun. Ah, il y a ok. le problème. Je comprends mieux maintenant. Donc, en fait, vous faites le lien entre tout ce qu'il y a eu comme mouvement juste de manière chronologique et la publication de la liste des 600 enseignants est, n'est-ce pas, le mouvement qui est lancé. Alors, permettez que je donne la Et parole dans aux ce autres. mouvement, on retrouve les activistes du MSC, les activistes ambazoniens. Nous avons fait ce reproche à M. Maurice Kamto que vous combinez avec, n'est-ce pas, les ambazoniens. Alors, permettez que je donne la parole. Luc César Bima, est-ce que vous voyez le lien que Martin Zan a établi entre l'actualité politique au Cameroun, l'actualité sociopolitique au Cameroun et la manifestation du 3 juillet à Paris? Vous voyez le lien? J'avoue que j'ai du mal à suivre les analyses de M. Zan. D'abord que je rencontre sur ce plateau pour la toute première fois, parce que il me semble qu'il prend position en faveur d'un parti politique contre un autre. Et lorsqu'on analyse très bien la situation du Cameroun, justement, c'est parce que le débat est devenu plus partisan que objectif. Alors qu'en réalité, que les uns et les autres appartiennent à des partis politiques, on l'accepte. Mais on devrait réfléchir par rapport à l'intérêt national, l'intérêt supérieur du Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment justement que ceux qui sont mobilisés à Paris sont dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie, non, sont dans l'optique d'un changement pour l'intérêt national? D'abord, je rappelle que lorsqu'on quitte son pays pour aller à l'étranger, la plupart des temps, je ne généralise pas, hein, parce que je suis à l'étranger. La plupart des temps, c'est pour des raisons individuelles. Avant que cela prenne une dimension nationale. La plupart des gens partent pour améliorer leurs conditions de vie, leur pouvoir d'achat, en quelque sorte. Et je pense objectivement que pour quiconque a une vision claire, pour pouvoir changer un pays, ce n'est pas par la casse. Ce n'est pas par des manifestations dans la rue. Il importe de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans un pays. Parce qu'un pays, c'est une mentalité collective. Donc, en réalité, lorsqu'un pays ne fonctionne pas, ce n'est pas une individualité, ce n'est pas une personne qui est interrogée. Même si une personne peut porter une responsabilité conséquente, mais il faut interroger toute la chaîne que représente le pays. Est-ce que, quelque part... Mais cette chaîne-là est portée par une machine qui est un parti politique à la tête duquel se trouve un leader. Justement, lorsque la chaîne réfléchit comme un parti politique, un chef de clan, bien entendu, on peut écouter le discours de M. Zan, et puis le discours de la plupart des gens qui s'expriment au niveau de Cameroun. On passe vraiment tout à côté de la question essentielle. La question essentielle, si vous remarquez très bien, c'est que les problèmes qui se trouvent au Cameroun, on les rencontre presque dans la plupart des pays africains. Presque dans la plupart des pays africains. Bon, alors, nous avons donc à interroger... Non, prenons deux exemples qui apparaissent clairement dans les manifestations de ces compatriotes de la diaspora. Le Covid-Gate, avec la question des 180 milliards de francs CFA qui, de leur point de vue, ont été détournés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il y a la question des préparatifs de la CAN avec 3 milliards de francs CFA. C'est une question de fond, en réalité, qui devrait préoccuper tout Camerounais sensé. Bon, mais qu'est-ce qui ressort de cette question? Détournement, par exemple, des fonds alloués au Covid, ou bien les fonds qui ont été alloués pour l'organisation de la CAN. Bon, c'est qu'au niveau des dirigeants, il y a une mentalité qui se dissocie de l'intérêt de l'État. Ça veut dire qu'il y a une crise de représentation de l'État. Ça, c'est la question à interroger. Bon, ça veut dire on peut trouver cette mentalité chez tout Camerounais. C'est-à-dire, tout Camerounais pense qu'il y a lui et le Cameroun. Alors qu'en réalité, si vous réfléchissez, je pense qu'il y a ici les enseignants, tout le monde le sait, la personne morale est la seule qui existe réellement. La personne physique est la représentation de la personne morale. Donc, lorsqu'on parle du Cameroun, ce ne sont pas les physionomies que nous voyons. C'est la personne morale représentée à travers ces physionomies. Mais est-ce que les gens ont été éduqués à comprendre qu'ils sont le Cameroun et qu'ils devaient travailler pour l'intérêt du Cameroun? Quand on voit en haut, chez les dirigeants, on comprend très bien qu'il y a cette crise-là, très très profonde. Vous voyez, donc tous les grands États
en réalité, c'est lorsqu'on arrive à modifier ou à annuler cette crise de représentation de l'État, à partir du haut jusqu'en bas. Donc, lorsqu'on confie des fonds à gérer à un dirigeant, c'est un dirigeant qui est déjà prisonnier de ses propres intérêts, au détriment des intérêts nationaux. Ouais. Bon, comment pensez-vous que la gestion puisse se faire de manière objective? Alors, Dr Lison Somba, je retiens deux choses. Une, dans l'analyse de Luc Césaire Bimaï, il pense que ce n'est pas à travers des manifestations de rue ou à travers des violences qu'on peut obtenir des résultats dans une situation de malgouvernance. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Vous savez, la manifestation de la rue, c'est également l'expression d'une démocratie. Et tout ce qu'on peut condamner, c'est la manière. Par exemple, je vais vous avouer, nous avons vu, lors de cette grande mobilisation, je dis bien grande mobilisation, des pancartes où... Est-ce que Martin Zah a parlé de mobilisation avortée? Bon, ok, il assume. Nous avons vu, par exemple, moi j'ai vu un drapeau estampillé en basonien. Vous voyez? Or, à ce niveau-là, on se demande bien si on a une diaspora responsable, parce que, il faut le dire, nous sommes dans une logique d'un État unitaire décentralisé. Ouais. Alors, l'option ambazonienne qui vise à partiser ou à compartimenter ou à diviser le pays ne peut pas être une option favorable. Là, de ce point de vue, un message comme cela peut brouiller le message principal, voilà, bien qui vise à travailler dans le sens de la à ce niveau-là, on le condamne avec toute la dernière énergie possible. Mais maintenant, je dis que si dans un pays qui se dit démocratique, ou du moins digne de ce nom, les manifestations, les marches publiques sont l'expression de la démocratie. C'est-à-dire que, écoutez, à partir de cette marche, par exemple, d'une forte mobilisation en France, ça peut permettre à l'État du Cameroun de créer un ministère chargé de la diaspora. Un peu comme on a vu au Sénégal, il y a tout un ministère chargé de la diaspora pour dire que, écoutez, ça ne vaut plus la peine de marcher dans la rue. Venez au Cameroun, vous avez tout un ministère où vous pouvez poser en clair vos revendications. Mais on a fait des promesses à cette diaspora-là au cours du grand dialogue national. Non, au-delà même du dialogue national, Monsieur Duval, on se rappelle que, je crois, le président étant à Paris, il avait reçu la diaspora. Si vous voyez aujourd'hui l'inscription du vote de la diaspora, c'est justement partie de toutes ces influences-là, parce que les Camerounais, hors de leur pays, ne comprenaient pas pourquoi ils ne prenaient pas part au vote. Et vous avez vu qu'à partir de cette pression, il y a eu l'inscription du droit de vote de la diaspora dans notre code électoral. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne faudrait pas minorer l'action de ces marches, qui, à mon sens, sont des messages forts que l'on voudrait passer à l'État du Cameroun. Parce qu'il ne faudrait pas toujours voir ça sous l'angle d'une manifestation qui viendrait à minorer ou à, comment dire, ou à critiquer. Oui, mais au-delà mais ça vous parle de la mobilisation. La diaspora est très souvent reconnue pour son pouvoir économique et financier, je veux dire, son impact, l'impact de son pouvoir économique et financier sur le développement du pays à travers des soutiens et tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'au-delà de cet impact économique, vous pensez que cette diaspora est en mesure d'agir sur le plan politique de manière à obtenir un certain nombre de résultats? Oui, mais bien entendu. Et comment? Nous n'avons pas évoqué les cas. Écoutez, la pression de la diaspora a une connotation très forte même dans la gouvernance d'un État et même sur le plan diplomatique. Parce que, écoutez, M. Duval, quand vous voyez les Camerounais, d'ailleurs, ils ont annoncé notre marche pour ces camps. Écoutez, lorsque cela devient répétitif, ça fait de sorte que la société, la communauté internationale, à un moment donné, peut regarder l'affaire désormais avec un œil vigilant. Ça peut susciter l'intérêt des pays. On a vu aujourd'hui, il n'y a pas 2 mois, les États-Unis qui se sont positionnés en termes d'un certain nombre de menaces, en termes de retrait, par exemple, de passeports ou d'interdiction d'accès dans le pays. Donc, c'est à ces choses que l'on peut aboutir. Donc, je dis une chose, ne minérons pas, ne négligeons pas les telles sorties. Cela pourrait être, à mon sens, un moyen pour l'État de trouver des voies et solutions pour essayer d'encadrer ces marches et prendre en compte un certain nombre de revendications qui sont d'ailleurs légitimes. Je l'ai évoqué ici. Aucune revendication n'est légitime dès lors qu'il y a une indignation sélective. Vous dites que ces gens ont marché parce qu'on gère mal le pays, on a mal géré, n'est-ce pas, le Covid, l'argent du Covid. Or, en réalité, nous avons aussi l'argent de suivi vol organisé par Maurice Kamto, qui est le président du MSC. Pourquoi ces militants, ces activistes, cette faune politique
milite contre le pouvoir en place, le pouvoir de Yaoundé, alors qu'en même temps, nous avons le problème de survival, où M. Maurice Kamto a spolié les Camerounais, où M. Maurice Kamto a mis, n'est-ce pas, les économies des Camerounais à terre, comme on dit au quartier. Pourquoi, n'est-ce pas, nous allons prendre des vrais débats, les mettre de côté, et prendre des débats, comme nous retrouvons dans des baignetariats et place publique. Une question, puisque vous évoquez ce sujet, je pose une question, vous répondez. C'est une question fermée. Est-ce que pour vous, l'affaire Suivi-Vol que vous évoquez a la même ampleur que l'affaire des 180 milliards de francs CFA? L'affaire Suivi-Vol est une question fermée. Une affaire illégale. C'est une question fermée. La seule affaire... Est-ce que ça a la même importance, la même ampleur que l'affaire des 180 milliards de francs CFA? Quels les 180 milliards? Mais les 180 milliards sont gérés par l'État du Cameroun. Je note que vous ne voulez pas répondre à la question. Je reviens à vous. Je n'avais pas fini. Finissez. Je citais justement pour indiquer que c'est donc face à de telles choses qu'on voit. Écoutez, aucun Camerounais, qu'il soit ici ou à l'étranger, ne souhaite que le pays s'enlise. Nous sommes là dans des critiques constructives pour permettre, quand je fais par exemple la proposition allant de ce qu'on peut mettre en place un ministère chargé de la diaspora. Ce n'est pas... Nous avons déjà le ministère des Relations extérieures. Écoutez, ça ne joue pas le même rôle, monsieur. Nous avons une direction de la diaspora. Nous avons une direction, ça joue le même rôle. Il y a la direction qui s'occupe de la diaspora. Monsieur docteur Lison Essumba, il faut dire la vérité aux Camerounais. Vous êtes un enseignant de droit public. Vous êtes un administrateur en puissance. Moi-même, je suis diplômé de droit public. Nous apprenons ça à l'école. Il faut dire, n'est-ce pas, à la population qu'au ministère des Relations extérieures se trouve une direction qui, n'est-ce pas, s'occupe de la diaspora. Okay. Nous n'allons, n'est-ce pas, faire une indignation sélective. Okay. Moi, je ne voulais pas couper. D'accord. Permettez qu'il termine. Finissez avec élégance, je vous écoute. Je voudrais vous dire que la même chose que vous dites, il y a tout un ministère des Relations extérieures étrangères au Sénégal. Il y a un ministère consacré aux affaires... Ça veut dire que les tâches ont été divisées. Donc, ce n'est pas une parole d'évangile, encore moi. Alors, je voudrais tout simplement dire, M. Duval, que la question des marges, et regardez aujourd'hui, on veut minorer l'action de la diaspora. On sait aujourd'hui que toute l'Afrique de l'Ouest est construite autour de la diaspora. On voit aujourd'hui, même les pays comme la Chine ont été construits par l'apport de la diaspora. Vous avez évoqué l'aspect économique, mais il y a d'autres aspects, même là, l'aspect de la construction d'un État. Donc, c'est pour dire tout simplement, M. Duval, que ce que je condamne dans une marge, c'est qu'elle soit une marche de division d'un État ou de partition d'un État. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que nous tenons sur le principe de l'unité territoriale de notre pays. Absolument. Alors maintenant, les autres revendications... L'unité de l'intégrité territoriale. Alors maintenant, toutes les revendications autres qui sont posées sur la table, je pense que ce sont des revendications légitimes qui méritent donc un regard vif de notre gouvernement. Bien. Effectivement, il n'y a pas de petit vol. C'est pourquoi on doit aussi évoquer Suivi-Vol de Maurice Kamto, parce qu'il n'y a pas de petit vol. Emmanuel Kounié, le sentiment qu'on peut avoir en écoutant le président national du MRC et tous les autres militants du MRC en rapport avec la question de cette mobilisation du 3 juillet à Paris, c'est que le MRC, dans une situation où il est incapable, au regard de l'environnement sociopolitique actuel, de mobiliser des gens pour dénoncer la malgouvernance et la gabégie, entre autres, préfère désormais sous-traiter la lutte à la diaspora. Ce n'est pas une sous-traitance, ce n'est d'autant pas une sous-traitance qu'au Cameroun, vous ne pouvez faire aucune manifestation. Nous sommes unanimes que vous ne pouvez faire aucune manifestation au Cameroun pour on a vu décrier Maurice Kamto marchant de côté. Alors je voudrais évacuer un bon nombre de choses que j'ai entendues ici. On a parlé de saccage des ambassades. Je voudrais dire clairement que le MRC ne sait jamais. On n'est pas venu vous voir ici. Allez-y, je disais donc que le MRC ne s'est jamais mêlé au saccage des ambassades. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été. Ah bon? En tout cas, jusqu'ici, ça n'a pas été prouvé.
Je voudrais vous dire que M. Maurice Kamto a présidé une cérémonie de présentation d'une thèse de doctorat, et que ce n'est pas une façon de faire allégeance. Il a fait allégeance, la note est signée du doyen. Permettez qu'il l'explique, non? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Martin, si vous ne l'écoutez pas, d'accord. Ce monsieur est venu troubler. Vous ne pouvez pas défendre votre. Alors, je voudrais dire que Maurice Kamto n'a jamais dit que M. Biya n'est pas président de la République Cameroun. Nous disons qu'il n'a pas gagné les élections. Quand vous faites même un coup d'État et vous installez, vous avez la réalité de pouvoir entre les mains de M. Biya. Être président de la République et gagner des élections, c'est deux choses différentes. Nous disons qu'il n'a pas gagné les élections, mais nous ne disons pas qu'il n'a pas le pouvoir. Parce qu'il a la réalité. Quand il signe un papier pour dire qu'aujourd'hui est férié, tout le monde reste à la maison. Nous ne sommes pas si peu intelligents que nous pouvons croire que M. Biya n'est pas au pouvoir. Donc, si le président Maurice Kamto préside cette soutenance de thèse, c'est tout à fait normal. Le président de la République s'appelle Paul Biya. Mais comment est-il arrivé au pouvoir? C'est là que le problème, c'est là où il y a le problème. Donc nous reconnaissons que c'est le président après un coup d'État électoral. C'est simple et clair, c'est clair et net. Voilà notre position. Maintenant, je voudrais également dire à M. Bimaï que vous ne pouvez pas dire que on ne peut pas changer, on peut changer rien du tout avec les marches, tout ce que vous dites là. Mais alors, si vous pensez que les marches, c'est rien du tout, il faut nous montrer le forum où on va justement se mettre pour parler de ces choses-là. Puisqu'à l'Assemblée nationale, c'est interdit d'en parler. Dans la rue, c'est interdit d'en parler. Alors, on parle de ça où? Voilà, des gens qui ont pris un pays en otage. Le pays est pris dans l'étau de la dictature. Il faudrait bien que les gens, quand ils n'en peuvent pas, qui trouvent un moyen, même de périphérie, pour pouvoir exprimer leurs pensées. Et c'est le cas. Alors, je voudrais donc dire qu'on ne peut pas nous dire. On ne peut pas dire que les hommes qui sont là, ce n'est pas eux qui sont les responsables. Non. Le chef est garant de la morale publique. C'est le chef qui est garant de tout. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas sûr. C'est lui qui imprime la morale publique. C'est lui qui imprime la politique. C'est lui qui donne la direction. Les Camerounais qui ne sont pas sérieux aujourd'hui, c'est les mêmes Camerounais qui étaient sérieux hier. Ils ne sont pas sérieux aujourd'hui. C'est les mêmes Camerounais qui seront sérieux demain quand ils auront un pouvoir responsable. Donc il faut maintenant, pour revenir à la question, oui. Est-ce que cette diaspora, de votre point de vue, jusqu'où peut-elle aller dans la lutte contre la malgouvernance, la gabégie, qui est votre credo quotidien? Oui, elle va continuer à décrier. Vous avez vu les gens de la diaspora aller même devant le Fonds monétaire international dire nous ne voulons pas que vous leur donnez de l'argent. Ils essayent de renier partout pour pouvoir amener ce pouvoir à comprendre qu'il est sur la mauvaise direction. Et que ce pouvoir-là fasse des efforts pour comprendre que pendant 40 ans, ils n'ont rien fait pour le Cameroun. Ils ont perdu du temps au Camerounais. Nous avons des pays qui étaient en situation égale à nous. Je prends un cas, je ne peux pas prendre le Sénégal parce qu'ils sont moins peuplés. Le Nigeria, vous avez dit qu'ils sont plus peuplés. La Côte d'Ivoire est aussi autant peuplée que le Cameroun. En 1975, même le cacao, nous avions la même production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit 2 300 000 tonnes, le Cameroun produit 230 000 tonnes, 10 fois moins. Ça, c'est ce que... Aujourd'hui, monsieur, je sais de quoi je parle. Monsieur Pougnier, souffrez de votre ignorance, vous avez toujours cette habitude de Aujourd'hui, je dis que le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 8 600 milliards, le budget du Cameroun, c'est 4 800 milliards. Aujourd'hui, je dis que le PIB du Cameroun, c'est 24 000 milliards, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 33 000 milliards, presque 10 000. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont travaillé quelque part. Vous parlez de la Côte d'Ivoire qui sort de 10 ans de guerre. Oui, mais nous aussi on a fait comment? On en a fait 5. Et puis attention. L'économie après l'indépendance, nous avons fait 10 ans. Et vous avez dit qu'il y a eu 10 000 morts là-bas. Il faut dire Martin, permettez qu'il termine, non? C'est la parole. Ce monsieur doit aller au marché central, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Finissez. Il doit me laisser parler. Donc je voudrais vous dire donc que ces gars pendant 40 ans nous ont perdu du temps. C'est ça le problème. Alors qu'ils sont crédibles sur la scène internationale. Ils ne sont pas crédibles. Le rebond. Non, vous n'en savez rien. Si vous voulez qu'on parle de rebond, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. C'est une honte. C'est une honte que de faire ce qui a été fait. Parce ils ont eu 3 fois ce que le ça, c'est même l'escroquerie bancaire. Si vous voulez, je vais vous expliquer davantage. Non, ce n'est pas l'objet du débat. Il ne doit pas parler des choses qu'il ignore. Parce que c'est monsieur ignoré. Donc, les chiffres que je donne sont des chiffres qu'on nous tous. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire, c'est 6,2%. Vous avez le même chiffre. Martin, on va vous couper votre micro finalement. Donc, cher monsieur, la diaspora a un rôle important à jouer. Tous les pays qui sont développés, même en Asie, se sont développés grâce à la diaspora. Parce que la diaspora joue un rôle de transfert de technologie. La technologie ne se transfère pas d'un pays à un autre. Ça se transfère à travers la diaspora parce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est-à-dire que vous avez dans vos ministères, dans vos ambassades à l'étranger, vous avez des conseillers économiques
qui sont capables de recenser tous vos compatriotes qui sont là. Ils savent partout, ils sont en train d'étudier, partout ils sont en train de travailler. Et quand à un moment donné, on se rend compte qu'ils peuvent avoir un plus, on les organise, on les ramène au pays pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter la technologie. Parce qu'ils ont travaillé dans des entreprises, ils ont travaillé dans construction automobile, sidérurgie, etc. Ils peuvent rentrer chez vous. Donc l'Asie s'est développée grâce à sa diaspora, parce que la diaspora possède la technologie. Oui, tant que vous n'êtes pas en harmonie avec votre diaspora, vous ne pouvez pas envisager une politique développementaliste. Très bien. Luc Césaire Bimaye, je voudrais rappeler le contexte dans lequel ce débat intervient. Nous sommes dans un pays où, sur le plan politique, il y a une répression contre des militants du MRC qui s'offusquent contre un certain nombre de faits. Premièrement, il y a eu la CAN, les préparatifs de la CAN 2019, où on a perdu beaucoup d'argent. Il y a eu les 180 milliards de francs CFA en rapport avec la lutte contre le coronavirus. On n'est toujours pas fixé sur qui exactement a fait quoi, qui a détourné quoi. Il y a également d'autres crises, comme la crise sécuritaire dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont des questions qui préoccupent le MRC tous les jours. Et le MRC a le sentiment justement que au pouvoir, on ne fait pratiquement rien pour répondre à cette préoccupation. Et face aux manifestations organisées justement par cette formation politique pour dénoncer cette gabegie, cette malgouvernance-là, et à la répression, on parlait tout à l'heure des personnes qui ont été interpellées dans le cas des marches du 22 septembre et qui sont encore... Alors, face donc à cette situation-là, vous avez des Camerounais de la diaspora qui se mobilisent pour faire entendre ce son de cloche-là. Et vous estimez que ce n'est pas cette mobilisation-là, ou bien ce n'est pas cet acte, ou bien cette façon de faire qui peut permettre de faire entendre raison. Pour vous, quels sont donc finalement les meilleurs leviers dont disposent non seulement ces partis politiques de l'opposition, mais cette diaspora-là, pour faire entendre raison et obtenir des résultats nettement meilleurs? Merci encore pour cette question. Je vais vous donner 3 éléments, si vous me permettez. D'abord, ce ne sont pas tous les Camerounais de la diaspora qui se mobilisent. C'est très important de mettre un accent sur cela. Puisque moi, je suis un des membres de la diaspora et je ne me suis jamais retrouvé dans la rue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous donne un exemple concret, relevant du vécu quotidien. Il y a quelques jours, quand j'arrive au Cameroun, j'avais fait expédier un véhicule. Et avant que le véhicule n'arrive, j'ai demandé un devis. On m'a donné un devis qui s'élevait à environ 3 500 000 de dédouanement. Et j'ai sorti cet argent, j'ai donné à un déclarant de douane. Et vous savez tous comment le circuit de la douane fonctionne. Et cet argent a été utilisé. Cet argent qui devait aller dans les caisses de l'État, il a été utilisé pour... il est allé dans les poches des individus. À des fins personnelles. Dans les poches des individus. Pour que vous compreniez combien le mal du Cameroun est très profond. Voilà. Alors, vous savez, à la douane, ce n'est pas le président de la République qui est. Bien sûr. Il est représentatif, bien sûr, d'une mentalité nationale. D'une mentalité qui est collective. Mais ce n'est pas lui qui est derrière les inspecteurs de douane, et ainsi de suite, pour amener ces gens, au lieu de travailler pour la puissance de l'État, ils travaillent pour eux. Donc, c'est pour dire en fait que le problème du Cameroun, il faut une réforme profonde de la mentalité du pays. Donc, ce ne sont pas des manifestations qui pourront accomplir ce travail. C'est un travail, je pense, hautement scientifique. Donc, les gens ont besoin de s'asseoir. Lorsqu'on écoute les hommes politiques autour des plateaux de télé, on réalise que les hommes politiques au Cameroun sont des aides partisans. Et je vous avoue que même si le MRC prend le pouvoir demain, il utiliserait la puissance de l'État pour servir ses intérêts, comme le parti, par exemple. Pas le dire, monsieur. Vous savez, monsieur, j'ai une certaine expérience, j'ai une certaine observation. J'ai une certaine observation de la société, je vous le dis comme ça. Ça, c'est une affirmation gratuite. De toute façon, ça n'engage que moi. Oui, mais c'est grave. Ça n'engage que moi. Bon, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas le dire. Je ne sais pas quel est votre parti, mais vous ne pouvez pas dire que le MRC fera la même chose. Donc, moi, je suis un représentant de la société civile. J'ai une analyse objective de la société camerounaise.
je sais que le problème du Cameroun, quand on dit le Cameroun, posons-nous d'abord la question. Et donc, de façon concrète pour vous, levier, c'est lequel? On ne peut rien faire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est l'éducation civique. J'ai dit bien, de façon concrète au Cameroun. Pour qu'il y ait un moyen puissant, il faut une mentalité nouvelle. Vous savez, les grands États, vous savez, les grands États, quand vous prenez un État comme la France, l'État se caractérise par sa capacité à fabriquer le type de mentalité dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. L'État. Qui incarne l'État? L'État, ce n'est pas une personne. L'État, c'est l'ensemble des maillons. Et qui incarne Vous voyez, c'est l'ensemble des maillons. C'est justement ce qui a failli au niveau de Cameroun. C'est que ceux qui dirigent ne se sont pas préoccupés à construire un État puissant, capable de modéliser la mentalité dont il a besoin. Mais de ce point de vue, on peut indexer la gouvernance. Vous voyez, ou les gouvernants. Toutefois qu'on l'a dit, c'est très facile d'indexer un individu. Je souhaite qu'il continue. Mais on s'assoit, on vous fait ce que vous dites là. Écoutez, monsieur. Laissez-moi terminer. Oui, mais je vous dis, dis-nous où on s'assoit. Laissez-moi terminer. Je vous dis, lorsque vous considérez un système comme une mentalité, cette mentalité est représentée tantôt par Paul Biya, tantôt par Maurice Kamto, tantôt par les uns et les autres. Vous voyez? Donc cette mentalité a un visage multiforme. Il ne faut pas penser que cette mentalité n'est représentée que par le président Paul Biya. Okay. Elle a un visage multiforme. Donc c'est cette mentalité dont on a besoin de réformer en profondeur. Ok. Alors, Dr Louison Essomba, on va dans quelques secondes retrouver la réclame avant la grande édition du journal de 20h. Est-ce que cette diaspora-là, telle qu'elle se mobilise là, peut obtenir les résultats escomptés? Duval, je voudrais vous dire que si l'on part sous l'angle de la minimisation de l'action de la diaspora, je crois que nous sommes en train de se perdre. Et je suis tout à fait d'accord avec le développement tout à l'heure d'Emmanuel Kouné sur l'apport décisif d'une diaspora dans la théorie développementaliste d'un État. Parce que je veux vous assurer que si ces marches continuent, comme c'est le cas, vous allez voir qu'à un moment donné, ça ne fait pas toujours belle image de savoir que les enfants d'un pays manifestent ailleurs sur un problème de gouvernance de leur pays. Et je pense qu'à partir de là, ça mettra une pression sur le gouvernement. Je vous l'assure, parce qu'on ne peut pas le minorer. Et je crois que tous les États qui ont généralement tourné le dos à de telles actions, à de telles revendications, ont toujours eu des difficultés plus tard. Donc moi, je pense que ce sont des actions qui doivent susciter l'attention de nos dirigeants pour dire, écoutez, si les enfants la manifestent, ça veut dire qu'il y a un malaise. Et lorsqu'il y a un malaise, il ne faudrait pas chercher à utiliser la voie de la répression, la voie pour dire que ça ne sert à rien. Non, il est question là de mettre en place des institutions valables qui puissent amener les uns et les autres à comprendre que l'action d'une diaspora n'est pas toujours une action anodine. Elle vise justement à développement de l'État et à bien d'autres aspects. Messieurs, on va s'arrêter là pour la première partie de cette édition d'Equinox ce soir. Nous allons retrouver la réclame et juste derrière la grande édition du journal du soir présentée par Cédric Noufélé. Et après le journal de 20h, nous reviendrons sur ce plateau pour la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, le Dr Louison Essomba, enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, Luc Césaire Bimaï, diasporien, Emmanuel Kouné, militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et Martin Zan du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Dr Louison Essomba, vous avez regardé ces images horribles de cet homme d'affaires, cet opérateur économique tué à Bamenda, criblé de balles, et surtout ce communiqué de l'armée qui reconnaît un incident malheureux. Bien entendu, Duval, lorsqu'on évoque déjà l'idée d'un incident malheureux, cela veut tout simplement dire que l'armée n'a pas agi avec déontologie et professionnalisme. Parce que, vous savez, le climat déjà de ce côté-là, qui est déjà assez délectaire, ne peut qu'amener les uns et les autres à être très vigilants. Et surtout que quand on suit le témoignage vif des populations, on se rend bien compte que celle-ci révèle que c'était un monsieur sans problème. Peut-être que au regard du contact avec l'armée qui défend nos intérêts de ce côté,
et peut-être qu'il a voulu s'en aller, je ne sais pas trop quoi, parce que quand tu voyais une armée parler d'un incident malheureux, ça veut tout simplement dire que peut-être à l'issue de l'échange... Oui, c'est une sorte de mea culpa parce que on vous dit bien qu'il est mortellement blessé parce que peut-être que ne serait-il pas mortellement blessé par exemple si lors d'une peut-être ça avait été une interpellation et qu'il se serait arrêté pour qu'on puisse l'identifier, je ne sais pas, parce qu'il faut pas aussi accorder, il faut prendre du recul lorsqu'il y a une affaire pareille, et je suis très heureux de savoir qu'une enquête a été ouverte pour qu'on sache effectivement les tenants et les aboutissants d'une telle affaire quand même qui nous fait mal de savoir que notre compatriote part dans des conditions aussi horribles. C'est un incident malheureux sur le chaudron de la crise anglophone, Emmanuel Kounié. Oui, c'est un incident malheureux, mais je crois qu'on doit faire attention. On doit faire un peu attention parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve, n'est-ce pas, avec l'armée contre la population. Parce que si on a l'armée contre la population, ça fausse les données et puis la présence de l'armée ne peut pas nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir les résultats escomptés. Je crois que si l'armée est sur ce site, dans ces deux régions, c'est pour qu'on arrive à trouver une solution à une crise. Et puis, chaque fois qu'il y a des incidents de cette nature, ça met plutôt le lustre sur le feu. Et je dis, bon, moi je ne suis pas un militaire, mais je me dis que très souvent, on nous dit quand quelqu'un n'obtempère pas, on tire sur les roues, on essaie de l'immobiliser. Bon, disons que c'est un incident. Oui, de toute évidence, c'est ce qu'il voulait faire. C'est un incident. Et la réaction de la population fait en sorte que c'est un mort de plus, et puis c'est une colère de plus. Et puis quand on nous dit qu'on a ouvert une enquête, c'est bien de le dire, mais il y a eu plusieurs cas où on a ouvert des enquêtes. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu le résultat des enquêtes de votre collègue Ouazizi, dont on nous a dit qu'on a scellé le corps et qu'on a été en train de mener des enquêtes. Donc, quand le pouvoir, n'est-ce pas, se met dans cette posture, et c'est à ce moment-là, c'est le pouvoir contre la population, bien c'est l'armée contre la population, je crois que c'est parce que nous avons affaire. Parce que lorsqu'on regarde les images, quand même, on se rend compte que les populations visiblement ont voulu manifester leur colère face à cet incident. Tout à fait, ça devient l'armée contre la population. Je crois que l'armée est là pour que la population l'aide à rétablir l'ordre. Mais maintenant, si ça devient sur la base, n'est-ce pas, des faits comme cela, l'armée contre la population, ça veut dire que les objectifs recherchés risquent de ne pas être atteints. Donc il faut au maximum éviter qu'il y ait de tels cas. Et si un tel cas arrive, il faut gérer ça avec beaucoup de dextérité et puis essayer de trouver un moyen pour que les populations comprennent que c'est un incident malheureux, mais venir nous dire que c'est un relais des sécessionnistes, il les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement, etc. Bon, ben, est-ce que cette personne est là pour se défendre? Tout ce qu'on dit là, comment est-ce que nous allons savoir que c'est vrai? Bon, disons que c'est le pouvoir qui le dit, on est obligé de croire, mais la vérité c'est que officiellement les gens vont croire à cela, mais dans leur fort intérieur, ils vont se dire que c'est un échappatoire et puis ce n'est pas une bonne chose. Moi je crois qu'il faut éviter autant que possible que des incidents de cette nature qui soulèvent la population ne puissent, n'est-ce pas, continuer à avoir lieu. Je crois qu'il faut apaiser au maximum tout là-bas. Moi je crois que si ce monsieur partait, il ne disparaissait pas. On pouvait encore chercher à le récupérer un autre jour. Donc il ne faut pas être très rigoureux comme ça dans une situation, dans un coin où les choses sont en train de se gâter. Parce que là, j'ai peur que plusieurs faits de cette nature se multiplient et que ça aggrave la situation que nous connaissons dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ça suscite quel commentaire, Martin Zan, cette actualité en rapport avec cet homme qui a été criblé par balle? Oui, je vois là l'incivisme notoire. Il faut que les citoyens camerounais comprennent quelque chose. L'armée est là pour nous protéger. L'armée était, n'est-ce pas, dans l'exercice de son service, de son pouvoir. C'est celui, n'est-ce pas, de sécuriser les populations. Une fois que l'on est interpellé pour un contrôle de routine, nous devons obtempérer. Le caractère de ce monsieur qui a fui l'interpellation de l'armée, qui voulait contrôler, non seulement le contrôler, mais aussi contrôler le véhicule si celui-ci n'a pas en son sein des explosifs ou des armes. Il a donc pris la fuite. Pourquoi il a pris la fuite? C'est de ça qu'il est question. Il fuyait quoi? Si c'était un monsieur responsable qui est connu de toute la ville et des populations. Pourquoi il fuyait? Cela nous amène donc
à comprendre que l'armée, avec l'argument déjà avancé comme quoi ce monsieur avait été condamné il y a 3 ans, peut être vrai en attendant que... Avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement. À 3 ans d'emprisonnement. Par le tribunal militaire. Par le tribunal pour militaire. apologie de terrorisme. C'est ce que tu veux communiquer. Affirmatif. Donc s'il avait déjà... Si cette condamnation courait déjà sur sa personne physique et que lui, en ce moment-là, a vu l'armée, a cru qu'on devait l'arrêter pour ce fait qui lui était déjà reproché par le tribunal militaire, il a donc pris la fuite. C'est en ce moment que l'armée veut, n'est-ce pas, le dissuader, n'est-ce pas, de ne pas partir, parce que l'armée n'avait peut-être pas encore vu la personne qui était au volant. On a donc fait des tirs pour qu'il s'arrête, mais malheureusement, c'est pourquoi l'armée parle de l'incident malheureux. Malheureusement, ces tirs lui ont été fatals. Et, n'est-ce pas, je profite de cette occasion pour, n'est-ce pas, adresser toutes mes condoléances et les condoléances de notre parti à la famille si durement. Et Luc Césaire Bemaï, sur cette actualité-là, ça suscite quel commentaire? Qu'est-ce qui retient votre attention? C'est la bavure ou c'est cette sorte de mea culpa de l'armée? Mais ce que je note, d'abord, c'est, je ne sais pas si c'est mea culpa. L'armée souligne que c'est un incident qui est malheureux. Donc, quelque part, on reconnaît une certaine maladresse. C'est vrai que dans un contexte où la situation est tendue, où les opinions se radicalisent, où certains acteurs dans l'ombre sont prêts, peuvent être capables de tout exploiter, je pense qu'on devrait beaucoup plus faire attention. C'est-à-dire pour tempérer la situation, calmer la situation. Lorsqu'on a en face de soi quelqu'un, à moins qu'il soit armé, pour des raisons de protection, par exemple, mais si quelqu'un n'est pas armé et que l'armée combat avec les armes, je pense qu'on peut maîtriser un individu comme celui-là d'une autre façon. Dans la mesure où l'armée accompagne le pouvoir supérieur dans la gestion des énergies que représentent les populations. Donc, à un moment donné aussi, les hommes, les responsables militaires devraient avoir cette dimension politique, en sachant qu'il y a des actes qui peuvent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'il y a certains qui n'attendent que cela, pour pouvoir transformer ça en un discours politique qui davantage radicalise les opinions. Au-delà de ce fait d'actualité, Luiso Zuma, on risque là de revenir, de remettre chez la table le débat autour de la compétence du tribunal militaire sur un certain nombre de questions. On parle d'apologie du terrorisme pour laquelle il avait été condamné pour 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal militaire. On risque, au-delà de cet incident, de ce fait-là, de remettre sur la table la question de ces civils-là qui sont jugés devant le tribunal militaire. Oui, bien entendu, c'est une loi. Et vous savez, nous condamnons tous le fait qu'un civil soit jugé devant les tribunaux militaires. C'est quand même assez fort tout cela. C'est-à-dire, pourtant, il y a des tribunaux civils qui peuvent le faire. Et par rapport à cet incident, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, les stratégies qui sont utilisées par ces sécessionnistes qui ont pris des armes et qui n'auraient dû jamais les prendre, c'est que lorsqu'ils réussissent à neutraliser nos forces de défense et de sécurité, ils s'approprient leur tenue. Vous voyez que ça peut donc amener le citoyen à se dire, ok, dans cette situation, peut-être ça ne peut pas être l'armée républicaine, ça peut être des sécessionnistes, peut-être on peut se mettre donc en posture de fuite, parce que c'est peut-être aussi ça qu'il faut développer. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ces sécessionnistes ont utilisé des stratégies un peu plus développées, que lorsqu'ils se saisissent d'un certain nombre de nos forces de défense, ils prennent même les tenues. Et ça devient un peu plus complexe, mais cela ne peut pas justifier le fait que quand même on puisse tirer sur un citoyen camerounais. Et Kounia l'a dit tout à l'heure, je pense que quand nous sommes dans un véhicule et que vous fouillez, la première chose c'est de rechercher les roues, c'est-à-dire que pour vous dissuader, parce qu'on ne peut pas chercher à tirer à travers les pare-brises, parce que rien que les tessons des trucs, des vitres peuvent vous blesser. Donc on peut, dans le professionnalisme, chercher par exemple à tirer sur les roues pour vous dissuader, parce que dès lors qu'une roue est crevée, vous ne pouvez plus aller nulle part. Mais je dis, l'armée fait très bien de signaler
l'idée d'un incident malheureux qui témoigne à suffire qu'il y a quand même une maladresse qui mérite, à mon sens, d'être corrigée. Et c'est une communication qui est nettement meilleure que les précédentes. Où Oui, on a vu, voilà. à un moment donné, qu'il y avait une sorte de cafouillage pour que par la suite, on reconnaisse qu'il y a eu X ou Y incident. Vous savez, on a toujours reconnu à notre armée d'agir avec déontologie et professionnalisme. Et je crois que quand un tel incident arrive, c'est toujours aussi bien de faire le mea culpa parce que, écoutez, nul n'est possible d'être fait toujours dans la perfection. On peut à un moment donné se targuer de verser l'enfant avec l'eau du bain. Donc moi je pense que ce que je dis, c'est simplement qu'il faudrait que pour éviter d'enliser cette situation qui est déjà assez délétère, de mettre la population contre nos forces de défense et de sécurité. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a lieu d'éviter. L'écueil à éviter, c'est dans cela. Emmanuel Kounié, on est quand même dans une région où il y a une crise qui perdure depuis plusieurs années. C'est une situation quand même assez délicate parce que alors qu'on est en train de rechercher des solutions pour mettre un terme à cette guerre-là et ramener la paix, un incident comme celui-là, ce n'est pas pour améliorer les choses. Pas du tout, surtout que, bon, on est en train de chercher des solutions. Personnellement, quand je vois le développement de cette crise, je n'ai vraiment pas l'impression qu'on est en train de chercher quelques solutions que ce soit. Moi, je crois que la situation est très difficile dans ces deux régions et que, nous l'avons toujours dit, mon parti l'a toujours dit, la première des choses à faire ici, c'est de demander, de décréter un cessez-le-feu. Décréter un cessez-le-feu. Parce que nous entendons souvent, on dit qu'il faut que les cessez-le-feu déposent des armes. Mais ils ne peuvent pas déposer les armes pendant que vous tirez. Quand vous tirez sur moi, je tire sur vous. Vous pouvez me dire déposer. Il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, que tout le monde cesse de tirer. Et en ce moment, on peut leur dire. En ce moment, on peut dire. Non, il y a un problème de légitimité, mais nous sommes là sur un terrain de guerre. Donc il y a déjà un rapport de force. Pendant que vous avez la légitimité, il y a nos enfants soldats, nos militaires qui sont en train d'être massacrés sous le. Je n'ai pas dit qu'on dépose les armes. J'ai dit qu'il faut d'abord le cessez-le-feu. Il faudrait qu'on arrive à décréter. C'est l'État qui doit décréter le cessez-le-feu. C'est l'État qui garantit la sécurité à tous les citoyens. Les autres n'ont pas le droit de porter les armes. Il n'est pas question d'avoir le droit. L'État a la légitimité et la légalité du port d'armes. Malheureusement. Donc vous devez comprendre une chose. Monsieur Zan, c'est moi qui ai la parole. Je ne sais pas quelle leçon vous voulez me donner. Je voudrais vous dire que ça, ce sont les principes. Mais nous sommes dans un terrain où il y a une rébellion. Ils n'ont pas le droit de porter des armes. Oui, ils sont en train de porter des armes. La semaine dernière, ils ont tué près de 24 de nos forces de sécurité. Oui. Vous ne pouvez pas nous dire que vous allez aménuiser. 24 de nos forces de l'ordre, c'est extrêmement grave. La situation actuelle, c'est extrêmement grave. Même un seul soldat. Vous ne pouvez pas venir nous dire ici qu'on a tué 24 de nos soldats et vous dites que c'est négligeable. Je mesure 24 soldats, n'est-ce pas, à la tranquillité qui irait. Non, monsieur. Non, monsieur Mbanda. Un seul soldat, vous ne pouvez pas nous faire le sentiment que c'est négligeable. On peut tuer 24 de nos soldats et vous venez dire ce que vous dites. Non. Moi, je pense. Terminé. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on nous démontre qu'il y a ne serait-ce qu'un début d'intention de solution. Parce que pour nous pensons que rien n'est fait jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord qu'il y ait le cessez-le-feu. Que les gens arrêtent de tirer dans cette zone. Que le chef de l'État décrète le cessez-le-feu. Qui disent, j'ai décidé... Qui disent... Alors, c'est le président de la République du Cameroun, il est le président de tous les Camerounais, qui demande à tout le monde de cesser le feu. Alors, Martin, je voulais donner la parole, mais comme vous avez déjà parlé pendant qu'il parlait, peut-être que je dois donner la parole plutôt à Alexis. Je dois encore vous donner la parole. Puisque j'ai le sentiment que vous avez dit ce que vous vouliez dire pendant qu'il parlait. Encore. Allez-y donc. J'étais en train de lui dire qu'en réalité, le chef de l'État appelle tous ses enfants. À chaque adresse du chef de l'État, il appelle tous ses enfants, il appelle cette population du nord-ouest et du sud-ouest de déposer les armes et d'aller dans les centres. Il faut le cesser-le-feu. Il faut le cesser-le-feu d'abord, cher monsieur. Kounié, je vais vous faire comprendre. Cet appel est irresponsable. Il faut le cesser-le-feu d'abord. Le chef de l'État a fait mettre sur pied, n'est-ce pas, les centres de réinsertion.
Et il y a eu des fonds qui ont été débloqués, n'est-ce pas, pour l'entretien de ces sécessionnistes qui se sont rendus. C'est un disque rayé. Ont fait allégeance aux institutions camerounaises qu'ils avaient autrefois bravées. Je vais donc vous dire, M. Kouni, que la légitimité du port d'armes revient à l'État. C'est l'État qui sécurise. Dans le cas d'espèce, c'est un incident malheureux. Peut-être les soldats étaient sur un terrain plat et que subitement la colline s'est présentée et le véhicule a pris une suspension. La balle a pris... Bon, vraiment là, on est dans la fiction. Maintenant, on va attendre les résultats des enquêtes et puis au terme de ces résultats, on sera plus fixé sur le déroulement. Sinon, on risque de se retrouver dans une route d'affaires. Alors, Luc Césaire Bimaï, dites-nous, lorsque vous qui observez cette crise de l'extérieur et face aux solutions qui ont été envisagées jusqu'ici, là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut corriger? Comment observez-vous la manière dont cette crise est gérée, notamment dans les régions nord-ouest et du sud-ouest? D'abord, avant qu'il y ait une guerre armée, il faut d'abord créer une opinion guerrière. Donc, c'est ce qui fait que le discours qu'on entend, qui est porté par les hommes politiques au Cameroun, c'est un discours très très dangereux. Par exemple, lorsque j'écoute M. Zan, qui minimise le fait qu'on ait tué 24 soldats. Je ne minimise pas, j'ai comparé la situation. Je m'imagine, au moment où je l'entendais parler, je m'imagine si c'était son fils direct qui était tombé sur le champ de combat. Est-ce qu'il aurait trouvé que cela est peu? Seulement son fils. Est-ce qu'il aurait trouvé que cela est peu? N'en parlons pas de 24 jeunes Camerounais qui sont envoyés sur le terrain et puis qui tombent. Donc, comme vous l'avez souligné, déjà un seul, c'est énorme. Effectivement. Voilà. Alors, donc, la question qui se passe au niveau du sud-ouest ou du nord-ouest, par exemple, avant que certaines personnes prennent des armes, avant qu'ils prennent des armes pour combattre, il a fallu créer une opinion guerrière. Ce que les hommes politiques devraient comprendre au Cameroun, c'est que la communication a une puissance qu'ils ne mesurent pas. La communication. Lorsque vous communiquez autour d'un plateau de télévision, vous pouvez créer une situation qui n'existait pas. Et bien entendu, lorsque les gens sont aveuglés par leurs intérêts personnels, tout ce qui les préoccupe, c'est de voir si leur discours leur permet d'atteindre leurs objectifs. Mais ils ne voient pas les conséquences qu'un discours peut avoir dans une population. Maintenant, lorsqu'on a créé ces situations, c'est vrai que c'est des situations qui existent, ça devient très très difficile de pouvoir amener de l'ordre. Vous voyez? Donc, ce que je peux dire, c'est ça. Voilà, messieurs, on est tenu par les impératifs du temps. On va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci, Dr Louison Issoma. Oui, Duval, j'ai quand même voulu toucher un dernier mot pour indiquer que, écoutez, quand un citoyen meurt, c'est toute la planète qui pleure. Écoutez, quand on voit 24 de nos soldats tomber, vous vous rappelez tout le combat du ministre de la Défense, ici, par rapport aux primes qui sont alloués mais qui ne sont pas portés auprès de ces gens. Ça fait très mal de savoir que nous perdons des Camerounais dans cette crise camerouno-camerounaise. Donc vraiment, à mon sens, je pense qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a pas un intérêt plus grand que l'intérêt de l'État. Oui, effectivement, merci, le NDPC condamne d'ailleurs ce genre d'actes. Nos soldats sont là pour nous sécuriser. Nos soldats ne doivent sous aucun prétexte trouver la mort. Donc le NDPC condamne ce genre. Merci également à vous, Luc Césaire Bimaï, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi. Voilà, merci également à vous, Emmanuel. Oui, merci. J'ai un petit mot. Je voudrais vous signaler que le MRC avait déposé des demandes de déclaration de manifestation le 22 septembre et avait obtenu des décharges qui prouvent qu'ils avaient demandé des autorisations le 22 septembre pour les marches pour lesquelles nos camarades ont été embastillés. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à toute la grande équipe technique conduite par Georges Mitterrand-Dame. Retrouvons-nous demain à partir de 19h pour une autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.